La parole est à Monsieur Erwan Balanant, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République pour le projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de la Justice 2023-2027. Madame la Présidente, Monsieur le Garde des Sceaux, Monsieur le Président de la Commission des lois, mes chers collègues rapporteurs, Mesdames, Messieurs les députés, la justice est la première vertu des institutions sociales. Ces mots de John Rawls concentrent à eux seuls l'essentiel de ce que doit être notre justice, une institution garantissant la liberté et l'équité. L'examen de ce texte de loi nous permet, à mon sens, de répondre à ces exigences ainsi qu'aux attentes de nos concitoyens qui veulent avoir une confiance en une société libre, équitable et respectable. Avec un budget sans précédent, un plan d'action global détaillé dans le rapport annexé et une modernisation de la procédure pénale, respectivement adossée au titre 1 et 2, dont j'ai l'honneur d'être rapporteur, nous avançons vers une amélioration concrète des conditions de travail et des moyens alloués aux professionnels de la justice. Alors la trajectoire budgétaire engage une augmentation inédite de 21,3% des crédits sur la période 2023-2027. La création de 10 000 emplois supplémentaires sur la période 2022-2027, dont 1 500 magistrats et 1 500 greffiers. Alors il nous faudra évidemment être vigilants sur l'évolution du recrutement. Les objectifs fixés sont très ambitieux et il est impératif que nous soyons au rendez-vous pour renforcer les juridictions. Et en ce sens, l'amendement proposé par la Commission des finances prévoyant la remise d'un rapport d'exécution tous les ans est important pour que nous gardions notre cap, que nous gardions ce cap. Ce dernier est explicité dans le rapport annexé, véritable guide nous permettant d'évoquer les sujets tels que la politique de l'amiable ou encore l'institutionnalisation des pôles spécialisés en matière de lutte contre les violences intrafamiliales. Ces avancées sont déjà particulièrement réformatrices et à cela s'ajoute la volonté du gouvernement et du garde des Sceaux de moderniser le code de procédure pénale. Je salue cette volonté d'allier l'amélioration des moyens alloués aux professionnels de la justice à la simplification de leur mission quotidienne. Avec l'inflation législative, le code de procédure pénale est devenu difficilement lisible et accessible. Il doit être réécrit et je tiens à cet égard à saluer la méthode prévue par le gouvernement, consacrée par le Sénat dans le rapport annexé, consistant à associer tous les groupes parlementaires et à identifier les pistes de simplification sur lesquelles nous pourrons nous prononcer lors de l'examen du texte de ratification. Et je tiens à rassurer nos éventuels collègues inquiets, la refonte par ordonnance sera faite à droit constant. Aucune modification de fond ne pourra être apportée dans ce cadre, ce serait d'ailleurs inconstitutionnel. Je souhaite mettre en avant quelques avancées importantes au titre 2, notamment avec l'imposant article 3. La Commission a apporté des enrichissements substantiels, à commencer par le régime des perquisitions de nuit en matière de crimes contre les personnes. Ces ajustements permettent de vous proposer un cadre robuste, plus encadré que ce qui existe déjà aujourd'hui en matière de flagrance pour la criminalité organisée. De même, le recours à la visioconférence pour l'examen médical en garde à vue a été enrichi pour inscrire dans la loi, dans le dur de la loi, les hypothèses d'exclusion. Je tiens aussi à saluer le travail important, transpartisan, effectué à l'initiative de Mme Yadan, de Mme Kerbidi, de M. Gosselin et de votre rapporteur pour faire avancer les droits des témoins assistés et l'accès aux dossiers de procédure. Sur ma proposition, nous avons également harmonisé les règles d'audition d'un témoin non soupçonné et prévu que le prélèvement d'empreintes sans consentement en garde à vue doit être fait en présence de l'avocat. Il me paraît aussi indispensable de prendre quelques instants pour évoquer dès à présent le dispositif de l'activation à distance, qui a fait l'objet d'importants débats en commission et de quelques craintes. Je comprends que cette disposition génère des inquiétudes, je les avais partagées au départ, car elle nous confronte à des évolutions technologiques qui peuvent effrayer. Je pense que beaucoup relèvent plutôt du fantasme et qu'au sein de cet hémicycle, nous devons garder raison. La technique de géolocalisation et la technique spéciale de captation d'images ou de sons existent déjà dans notre droit. Ce sont des outils précieux pour nos enquêteurs. Nous ne touchons pas aux conditions
mais nous les encadrons et nous permettons à un nouveau procédé mieux maîtrisé par nos enquêteurs pour y avoir recours et moins dangereux pour eux. Je crois que nous devons garder cela à l'esprit, on en reparlera durant les débats. Vos inquiétudes ont permis d'enrichir le texte de nouvelles garanties, notamment au bénéfice des professions protégées par un secret professionnel. Nous avons par ailleurs clarifié la stricte interdiction de la transcription des échanges avec un avocat et un journaliste, et également de tout échange qui serait capté par un appareil activé à distance. Il apparaît que celui-ci se trouvait dans le lieu lié à l'activité d'un avocat, journaliste, médecin, notaire, huissier ou magistrat. Merci. Je conclus, Madame la Présidente. Les débats promettent d'être riches et intéressants et seront l'occasion de réaliser, je l'espère, de nouvelles avancées. Merci. De nombreux amendements de la majorité et de l'opposition font d'ailleurs l'objet d'un... Monsieur le rapporteur. La parole